tous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission, on va dire politique, puisque sur ce plateau, nous parlerons des élections, des enjeux, nous parlerons de la jeunesse, puisque nous avons deux jeunes avec nous ici, deux jeunes qui nous viennent on va dire, du cursus sciences politiques de l'Université des Antilles, donc Lisa Prévost. Bonjour, bonsoir. Donc étudiante en sciences politiques, Université des Antilles, et aussi Nicolas Parva, oui, qui lui aussi est étudiant en sciences politiques, alors Master 1. On va dire Master 2, vu que j'ai déjà passé Master 1, Master 2, ouais. Et Lisa Master 1. Master 1. Voilà donc, bien sûr, nous parlerons politique, nous parlerons des jeunes, puisque nous sommes à l'aube d'élections qu'on qualifie de majeures. Ça fait partie aussi de ce cursus. On apprend à connaître le fonctionnement des hommes politiques, à connaître comment est-ce qu'on peut arriver à comprendre le vote des électeurs à partir des écoles, notamment l'école de Michigan et d'autres, alors, parce qu'il y a eu ceux qui étaient contre. Donc, on va y arriver pour voir un petit peu si on peut mieux comprendre le comportement des hommes politiques, un comportement qui apparemment est toujours le même. Donc, est-ce que les études qui ont été faites se vérifient aujourd'hui? Est-ce qu'on ne peut pas dire cela parce que les années ont passé et que tout ce qui avait été dit et analysé dans les années 60, voire avant les années 50, est-ce que ça se vérifie? Alors maintenant, on va parler un petit peu de l'actualité politique avec vous. Et ça sera avec vous une discussion sans langue de bois, une discussion à brûle pour point pour savoir, vous jeunes étudiants, comment vous voyez les événements d'aujourd'hui, au-delà d'un constat au niveau de la société. Alors, avant tout, j'aimerais planter le décor sur une actualité sur toutes les lèvres, les affaires judiciaires qui touchent des hommes politiques. Alors, est-ce que il faut s'y attendre dans un contexte comme celui-là? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que vous abordez cette question de manière très réfléchie et très analytique? Alors, c'est Roosevelt qui disait en politique, rien n'arrive par accident. Si quelque chose se produit, vous pouvez parier que cela a été planifié de cette façon. Alors, c'était un petit peu pour planter le décor. Je débuterai tout d'abord avec Nicolas, Lisa. Alors, Nicolas, quel est votre regard sur ce qui se passe aujourd'hui dans le paysage politique guadeloupéen? Eh bien, vous savez, il est très difficile de commenter des affaires judiciaires puisque cela relève de la justice, du travail de la justice. D'un point de vue strictement politique, en ma qualité de politiste et d'étudiant en sciences politiques, je trouve tout de même dommage que nous, en tant que jeunes, on ait quand même quelques difficultés à s'y retrouver dans toutes ces contradictions. Et effectivement, nous ne pouvons qu'attendre l'éclaircissement qui aura lieu par le travail de la justice. Mais sans parler forcément d'une affaire en particulier, d'un homme politique en particulier, regardons ensemble le contexte. Et est-ce que c'est nouveau? Parce que beaucoup disent, mais on ne comprend pas ce qui se passe, pourquoi cette période, etc. Vous qui avez travaillé dessus, est-ce que ça vous paraît être nouveau? Est-ce que ce qui est relaté dans les livres, est-ce que les auteurs n'avaient pas déjà abordé ces questions-là? Comment est-ce que vous l'analysez? Eh bien, en fait, c'est vrai, il est communément dit qu'en période électorale, il n'y a pas de cadeau en politique. Donc, on pourrait effectivement se poser la question de timing et, bien entendu, se demander si c'est tout à fait anodin. Mais cela relève des suppositions tout de même, puisque ce qui est reproché
sera examiné sur des critères objectifs du droit. Donc cela ne serait pas, je dirais, du domaine de l'arbitraire, mais cela doit reposer sur des principes de droit. D'accord. Lisa. Moi, je m'interroge. Vous avez dit, voilà, quelle était la vision des jeunes là-dessus. Je pense que là, c'est quelque chose de plus global. J'ai l'impression que l'ensemble de la population ne comprend pas ce qui se passe en ce moment. Alors, c'était une question que je me posais, justement, et je vous la pose. Est-ce que c'est possible, finalement, qu'un élu soit ainsi mis en garde à vue pendant son mandat? Donc, ça, déjà, c'est une première question. Et ensuite, pourquoi on n'a pas d'explication plus approfondie aussi sur le pourquoi du comment? On se retrouve, on est un peu... Oui, alors est-ce que c'est à cause de la période électorale? Certainement, il doit forcément y avoir un lien. Mais est-ce que ça va... Je sais pas, pourquoi maintenant? Pourquoi... Je trouve qu'on est vraiment dans un flou un peu inquiétant finalement. Donc voilà, peut-être que certains espéraient voter pour le candidat sortant, on va dire, mais on ne sait plus trop où donner de la tête, si je peux dire. Donc vous ne vous retrouvez pas dans ce qui se passe. Est-ce qu'il n'y a pas des leviers qui vous permettent de comprendre ce qui se passe? En fait, moi je dis que cela relève, en fait, il y a la politique et puis il y a du droit. Moi, en tant que juriste, puisque j'ai une licence en droit, j'ai la chance d'avoir cette double formation. Il est très difficile de commenter une actualité judiciaire puisque cela requiert des éléments qui sont nécessairement, on va dire, dans un certain secret. On ne dispose pas de tous les éléments, on n'a pas les auditions, donc il est difficile de réellement analyser la chose en profondeur. Après, moi, en tant que jeune, je peux simplement dire que toutes ces crises politiques alimentent cette défiance vis-à-vis de la classe politique. Malheureusement, je veux dire, puisqu'il y a toujours, ou quasiment, il y a très souvent des affaires judiciaires impliquant des hommes politiques. Et cela, malheureusement, fait tomber dans les clichés de la politique, l'homme politique. C'est quelqu'un forcément qui est un peu... voilà, vous voyez ce que je veux dire, je n'ose même pas le dire. Donc, oui, on peut le dire. Hein. Vous savez, oui. Donc, non, parce que moi, en fait, je voudrais qu'on redonne de l'espoir à la jeunesse. J'aimerais que la jeunesse retrouve ses repères, qu'elle croit à la classe politique pour soutenir son insertion professionnelle, pour l'encadrer dans ses missions et dans son avenir, pour porter vraiment qu'elle soit porteuse d'espoir. Et donc, j'aime pas alimenter en fait l'idée selon laquelle les politiciens seraient nécessairement corrompus. Et moi, je crois que il faut parfois laisser la justice éclaircir, faire sa part de choses, sa part de travail. Et je pense que si innocence il y a, cela relèvera des décisions du juge. Donc, vous appelez... Alors, Lisa, vous voulez rajouter quelque chose? Tu parlais de l'innocence, mais je pense que en fait, le mal est déjà fait. C'est-à-dire que même si innocence il y a, on a déjà encore une fois renouvelé cette idée que le politique, c'est simplement quelqu'un qui fait des magouilles sur le dos des gens. Et donc, voilà, on se retrouve toujours avec le même schéma juste un petit exemple. Oui. Par exemple, quand on dit qu'on fait de la science politique, souvent les gens sont comme ça, prennent un petit ton de recul et disent « Ah d'accord, tu fais partie de ces gens-là ». Et parce que c'est la première chose à laquelle on pense simplement aux magouilles, on pense à tout ça. Et même si habituellement, il y a plusieurs schémas plutôt à l'international ou autre, où on voit que toutes ces magouilles-là sont révélées après un mandat, mais on se retrouve toujours avec la même idée qui est véhiculée, qu'il y ait innocence ou non. Alors justement, lorsque vous lisez
Le Prince de Machiavel, est-ce que le postulat de départ, ce n'est pas cela? Est-ce qu'on ne se dit pas que quand on touche au milieu politique, ben, forcément, on est dans des travers, on est dans... En tout cas, on ne joue pas forcément la carte de la vérité, on est quand même dans une espèce de jeu, entre guillemets, machiavélique. Alors, je pense qu'il faut reprendre du coup, voilà, le prince de Machiavel. Donc c'est donc l'image, l'adoration d'un dictateur. Si je reprends, voilà, de manière plutôt simple, c'est donc l'adoration d'un dictateur. Tous les points positifs de la dictature. Nous, on vit dans un monde où non, on sait que, enfin, du moins on sait, on nous a appris que la démocratie était le moins pire de tous les régimes politiques. Et donc forcément, alors il faut toujours se poser la question, est-ce que finalement il faut absolument être contre la dictature ou pas? Oui, évidemment, mais je veux pas trop en dire. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que finalement tous ces trucs de corruption, est-ce que ça tient vraiment d'un schéma machiavélique, ou est-ce que ça tient juste de... Quand on se retrouve avec une position de pouvoir, on a une confiance de certains qui arrivent en nous. On a peut-être aussi cette volonté de tout faire, parce qu'on s'est dit, ok, on m'a investi d'une mission. Dès qu'on est investi d'une mission, on a envie d'en faire toujours plus. Et c'est là qu'on commence effectivement à s'octroyer certains droits que normalement on n'est pas censé s'octroyer. Donc je ne sais pas si on peut vraiment raccorder ça au prince de Machiavel. Ce à quoi on assiste, c'est simplement les travers de la démocratie. Alors, quand on lit Le Prince de Machiavel, on voit quand même que c'est l'apogée des travers et que, bon, les rouages, quelque part, je pense que lui-même. Je pense qu'il faut vraiment éviter la caricature. C'est-à-dire que dans sa lettre au prince, Nicolas Machiavel... Oui, un Nicolas. Donc, Nicolas Machiavel explique comment se maintenir au pouvoir. Oui. Et qu'il explique effectivement, entre être aimé et être craint, quel faut-il préférer? Il dit finalement, être craint, il donne aussi quelques astuces qui sont de morale douteuse, peut-être, pour se maintenir. Est-ce que ces astuces, comme vous l'appelez Nicolas, se vérifient aujourd'hui? Après, comme je le dis, c'est important parce qu'on ne peut pas établir de translation des principes, si on peut appeler ça comme ça, de Machiavel, comme étant une doctrine qui inspirerait la politique actuelle, sans connaître, je dis bien, les tenants et les aboutissants des actions de certains. Après, dire qu'on ne peut pas non plus utiliser pour justifier des actions qui seraient contraires au droit et donc des actions qui relèveraient des sanctions judiciaires. Et en final de compte, on peut aussi prendre des exemples, des contre-exemples où il y a des manifestations de volonté de justement changer cette image de la politique, changer cette image d'une politique qui grâce à la transparence, par exemple. Et on peut aller plus loin, au-delà du cas local, de façon plus générale, la notion de gouvernance. On peut se demander si elle peut être éthique. Et c'est d'ailleurs le sens du combat de Transparency International, par exemple, une agence qui milite qui combat la corruption dans le monde. Il y a aussi des combats pour toutes sortes de combats. Je veux dire, on peut prendre aussi au niveau local le cas des incorruptibles. Il y a bien un parti qui s'est voulu, qui avait pris ce nom, je crois. Qui s'appelle plus les incorruptibles. Oui, mais il y avait cette manifestation de changer cette image
de la politique. C'est dire que ce sont les incorruptibles, c'est une façon de vouloir se démarquer avec cette image. C'était des jeunes, hein. C'était des jeunes. Ben oui, voilà encore une fois. Dont Cédric Cornet, qui est actuellement le maire de la commune du Gosier, oui, dont Jean-Philippe Courtois, qui est actuellement le maire de Capesterre-Belle-Eau. Ben, on voit que c'est porteur. Puis, il y en a on voit d'autres. que c'est un message qui est apporté. Et d'ailleurs, j'ai des témoignages de jeunes qui se sont intéressés réellement à la politique à partir de leur entrée en scène, avec cette notion où... Des incorruptibles. Voilà, c'est ce qui a marqué. C'est cette idée que ce n'est pas intrinsèque à la politique d'être corrompu. Alors je vais quand même faire une chose que je n'avais pas forcément prévue avant cette émission, ouvrir l'antenne et surtout demander aux jeunes de nous appeler pour savoir un petit peu ce qu'ils pensent de tout cela. Des jeunes qui auront leur mot à dire, parce que la question actuelle, au-delà de cette actualité où j'ai voulu avoir votre avis, est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes ont réellement envie de se lancer en politique? Alors Nicolas est très positif en disant oui, la transparence peut exister, oui, on peut être intégré droit pour faire de la politique. Il y croit. Alors, est-ce que aujourd'hui, les jeunes, vous seriez d'accord pour faire de la politique? Tu veux répondre? Oui. D'un point de vue tout à fait personnel, moi, ce n'est pas la politique qui m'intéresserait, c'est plutôt, justement, on va dire l'échelon en dessous à ce moment-là. C'est-à-dire? L'échelon en dessous, ce serait plutôt faire partie d'un bureau qui va porter les projets peut-être d'une municipalité. C'est-à-dire, peu importe je prends l'image d'une municipalité, c'est plus concret, c'est plus petit, plus local. Peu importe le maire sortant, malgré son programme, parfois il est quand même possible toujours de faire des choses pour le bien de la commune. Et je trouve que cet échelon est plus intéressant. Mais effectivement, on a quand même besoin de jeunes qui veulent s'investir en politique. Et il y en a, même s'ils sont peu, il y en a qui effectivement s'ajoutent sur une liste pour les municipales. Mais il faut reconnaître que ça peut paraître, que du moins pour des personnes tout à fait lambda, ça me paraît pas naturel de se lancer en politique. Et finalement, est-ce que les jeunes puissent se lancer en politique? Que les jeunes se lancent en politique, il faut les seuls jeunes finalement que je connais qui se sont effectivement lancés en politique, que ce soit sur une liste électorale d'une municipalité, quelque chose de très sobre finalement, ou même juste des petites associations qui parlent de politique au sein d'une université. Ces personnes-là, eh ben, elles ont toutes eu un cursus particulier qui les a menées vers là. Mais finalement, je ne sais pas si c'est ces personnes-là qui peuvent le mieux représenter, tout le monde. Donc, se lancer en politique en étant jeune, eh bien, malheureusement, ça me paraît encore très compliqué. Il y a encore beaucoup de barrières qui s'affichent. Pourquoi est-ce qu'il y a des barrières? Ça peut être des barrières, déjà, tout simplement, ce qu'on voit dans la vie de tous les jours. Les jeunes sont rares en politique, ils sont très rares. C'est-à-dire que quand le président Macron a été élu, c'était incroyable parce qu'il avait 40 ans. Et mes 40 ans, bah oui, mais bon, c'est le double de mon âge. C'est ça. C'est pas être jeune. C'est le double de mon âge. Non, c'est pas ça, être jeune. Je m'excuse, mais je crois comprendre que quand on parle des jeunes, j'imagine qu'on parle jusqu'à 30-35 ans à la rigueur. Et encore, je sais pas exactement quelle était votre définition de jeune. Mais non, ça me paraît encore trop compliqué. Il y a des barrières sur la représentation qui laissent entendre que c'est pas possible. Ou alors peut-être que certains jeunes n'osent pas exprimer leurs idées qui pourraient avoir un superbe impact sur l'échelle politique, mais après on se dit « Ah ben non, de toute manière... Tu es trop jeune ». Soit on nous dit « T'es trop jeune », soit tout simplement on se dit qu'est-ce que je peux faire à mon échelle ? Bon, bah rien, de toute manière il y a quelqu'un d'autre de plus âgé, de plus expérimenté que moi qui pourra le faire. Et ça fait partie des barrières qu'on se pose. Oui, mais est-ce que les barrières, les freins
ne viennent pas des jeunes eux-mêmes. Et je vais arriver à Nicolas tout à l'heure. Nous avons déjà un appel de téléspectateurs. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir. Bonsoir, Willem, étudiant. Je suis étudiant à Lycée Business School, donc c'est l'école de commerce de Nancy, Oui. en France. Et j'appelle par rapport à tout d'abord pour vous féliciter par rapport à votre émission. Je regarde Canalys très très régulièrement et je Merci. tiens à vous féliciter d'avoir laissé la parole aux jeunes. J'appelle pour vous dire oui, il y a pas vraiment des intérêts des jeunes, mais je trouve peut-être que la politique n'est pas assez représentative au niveau des jeunes élus. Et aussi, maintenant qu'avec les nouvelles technologies, je pense que maintenant, il serait intéressant peut-être d'apporter aux jeunes l'information directement, parce que c'est souvent, les politiques ont souvent tendance à se focaliser sur les personnes un peu plus âgées pour leur électorat et ils ont tendance aussi à délaisser les jeunes. Donc peut-être se recentrer un peu plus sur la jeunesse active et aussi une politique justement en faveur des jeunes. Alors, est-ce que les jeunes ne doivent pas se prendre en main? Est-ce que les jeunes doivent attendre que les adultes, les anciens, puissent leur tracer le chemin ou leur dire, ben, venez, nous vous tenons par la main et engagez-vous? Est-ce que les jeunes, parce que les jeunes sont forts, dynamiques, ne doivent pas justement se mobiliser pour s'investir dans le combat politique? Oui, les jeunes ont un rôle à jouer. Personnellement, moi, avant, je ne m'intéressais pas trop à la politique, mais grâce au confinement et les élections municipales, j'ai vraiment pris le temps, grâce aux élections municipales, sachant qu'avant, je n'avais pas l'âge pour voter, donc j'ai vraiment pris le temps avant de faire le choix municipal, sachant qu'on était confinés, d'analyser bien les programmes, pouvoir voter. Depuis, vu que maintenant j'ai l'âge, je me suis concentré un peu plus sur la politique et les régionales. L'année prochaine, sûrement les présidentielles. Donc là, je commence à suivre assidûment. Mais c'est vrai qu'avant, la politique ne m'intéressait pas plus que ça. Et Pourquoi? 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 Parce que c'est vrai qu'effectivement, on a tendance à croire aussi que les politiques sont un petit peu corrompus. Là encore avec Chalus, on voit ce qui se passe. Il y a même en métropole, il y a souvent des affaires un petit peu louches. Donc, c'est vrai qu'il faut que les politiques redorent un peu leur blason. Et en parlant de la Guadeloupe, peut-être qu'ils donnent une image aussi un peu plus guadeloupéenne de la politique. Mais je pense que là, ça avance, ça va dans ce sens-là, je pense. Merci beaucoup de ne pas être endormi à 7 heures et de regarder cette émission politique. Merci beaucoup. Et puis, continuez à suivre ces émissions. Vous pourrez certainement vous faire une idée de ce que les élus ont à proposer, les candidats de ce qu'ils ont à proposer pour ces élections. Et pourquoi pas vous retrouver un jour sur l'échiquier politique. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Voilà donc une émission pour que les jeunes puissent appeler, donner leur avis sur ce qui se passe. Parce que, et je vais arriver avec Nicolas, puisque tout à l'heure, lorsque Lisa s'exprimait, il souriait. Et je pense qu'il a des choses aussi à rajouter, à dire. Mais on entend effectivement les jeunes dire, comme notre jeune téléspectateur, dire « Oui, mais de toute façon, je ne me sens pas... vraiment concernés par ce qui se passe. On entend les élus en place dire oui, mais nous faisons pour les jeunes avec des programmes où il y a des volets sur la jeunesse, l'emploi, etc. Donc, est-ce que c'est comme cela que ça doit fonctionner? Est-ce que c'est dans ce sens-là que ça doit fonctionner?
Alors, pour répondre à votre question en tant que politiste, alors, premièrement, la science politique, on n'est pas nécessairement, on fait pas de la science politique nécessairement pour faire de la politique. Ça, c'est sûr. Et Oui. l'expérience, il est communément dit qu'un bon politicien ne fera pas nécessairement un bon politicien, et inversement, et vice-versa. Donc, effectivement, comme disait Lisa, ça débouche sur des professions qui peuvent être autour du politique. Par exemple, attaché parlementaire, voilà, on peut être aussi directeur de cabinet, ambassadeur, travailler au consulat. Tout ce qui est relevé de la mission au service de certains, justement, décideurs politiques. Alors, en ce qui concerne l'engouement de la jeunesse vis-à-vis de la politique, alors je pourrais prendre mon exemple. Vous m'avez demandé est-ce que je serais prêt à intégrer une liste en politique. Alors, au sein de l'université, par exemple, j'ai fait des campagnes, donc je suis élu étudiant, actuellement d'ailleurs élu étudiant au CA de l'Université des Antilles. C'est une politique, on va dire, au service de la communauté universitaire. Et je me suis présenté parce que je voyais les améliorations que je pouvais apporter à ce qui existait déjà. Donc c'était un engagement personnel avec des objectifs précis. Donc je me suis engagé pour le tutorat notamment. Et j'ai eu cette chance d'avoir la confiance justement des personnes qui étaient alors en place, en position de décider. Ils m'ont dit, eh bien chiche, mettez en place votre projet, on verra bien si ça porte les résultats escomptés. Et ça a été, j'ai eu des résultats, nous avons eu des résultats puisqu'on travaille en équipe. Et donc déjà donner la chance aux jeunes. Après, comme disait encore Lisa, parce que on a à peu près, je pense, des points de vue assez proches sur la question, c'est que effectivement, il y a les clichés. Il y a les clichés qui peuvent être en barrière. Après, si on prend la chose d'un point de vue un peu plus scientifique, si, par exemple, je m'inspire des textes de Pierre Bourdieu en matière de sociologie du vote, oui. Eh bien, il y a d'autres critères. Il y a la socialisation primaire, secondaire, tertiaire, c'est-à-dire l'entourage, l'éducation. Les statistiques montrent par exemple que plus un individu est cultivé, plus il est emprunt à s'investir, à voter aussi. On voit aussi l'influence de la religion, on a remarqué. On est encore dans les écoles, voilà, exactement. Michigan, exactement. etc. Donc on se rend compte qu'il y a des schémas qui se dessinent sur les religion. Voilà, la socialisation, le niveau d'éducation, la situation sociale, pour voter plus ou moins pour tel parti. Et puis il y a aussi des traditions de vote, c'est-à-dire indépendamment de ce que dira le candidat, la famille vote pour tel parti depuis des générations. Et c'est ainsi. Alors justement, est-ce que toutes ces analyses faites par des écoles et qui étaient comme l'école de Michigan, qui étaient des écoles reconnues, réputées, quoi qu'il y ait eu d'autres écoles qui ont contredit tout cela, est-ce que ça fonctionne encore aujourd'hui? Est-ce qu'on ne s'est pas éloigné de tout cela? Mes parents votaient à droite, je vote à droite. Mes parents étaient médecins, donc votaient à droite, donc ça fonctionne comme ça. Le milieu socio-professionnel, est-ce que parce que mes parents étaient catholiques, ils votaient aussi? Est-ce que tous ces éléments, aujourd'hui, ont une valeur réelle? Est-ce que les votes sont conditionnés par tout cela? Eh bien, force est de constater que ces études ne sont pas uniquement ponctuelles et valables pour un temps donné. Ce que j'aime avec la science politique, c'est qu'elle parvient à établir des règles ou des principes de fonctionnement pour des sociétés. Qui sont parfois revus. Qui sont, bien entendu, le principe est celui de la falsifiabilité du discours scientifique, c'est-à-dire qu'on peut
à tout moment remettre en question ce qui a été trouvé, bien sûr en argumentant, en apportant ses analyses, en apportant son étude. C'est le sens même du débat. Ouais. Mais, voilà. Donc, nous y reviendrons tout à ok. l'heure avec Lisa et avec vous-même. Nicolas, nous partons du côté du téléphone. Bonsoir, nous vous écoutons. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Thomas Herman, j'ai 23 ans, j'habite à Petit-Bourg. Oui, Alors avant tout, je voulais vraiment remercier Madame Boissy pour donner la parole aux jeunes, surtout sur la politique. Moi, mon avis sur la politique en Guadeloupe, moi je suis dans la politique, j'aime énormément la politique, je suis tous les débats, je suis vraiment toutes les émissions, je suis. Moi, ce que je voulais dire, c'est que, avec le regard que j'ai, les choses bougent. Elles bougent certes lentement, mais elles bougent. On commence à avoir des exemples de jeunes qui réussissent, comme M. Cornet et M. Courtois. C'est motivant. C'est motivant parce qu'on a l'impression que c'est accessible pour les jeunes de pouvoir participer à la politique guadeloupéenne. C'est motivant parce qu'on voit que ça apporte une dynamique à la Guadeloupe et que les jeunes ont la possibilité d'être beaucoup plus concernés par l'avenir de la Guadeloupe. Récemment, vous avez... récemment, j'ai entendu une interview de M. Cornet qui disait, par exemple, sans vouloir la citer, Mme Bourrel, qui a 80 ans se présente. Est-ce que vraiment en Guadeloupe, il y a cette dynamique que les jeunes puissent participer quand on voit qu'à 80 ans, quelqu'un se présente? Est-ce que vraiment on nous laisse sa place? Est-ce que vraiment... est-ce que les politiciens se rendent compte qu'il y a des jeunes qui sont là, qui ont envie de porter des projets, qui ont envie de participer? Voilà, c'est un peu mes réflexions à moi en tant que jeune, en tant qu'avenir de la Guadeloupe, puisque je suis l'avenir de la Guadeloupe, j'en fais partie, et j'ai l'impression, moi, que les politiciens, ils oublient que nous, aussi les jeunes, on aura notre mot à dire, parce que c'est nous, l'avenir de la Guadeloupe. Donc, je pense que je serais tentée de vous dire, et j'aime beaucoup votre intervention, de vous dire que on dit souvent que le pouvoir ne se donne pas, il se prend. Alors justement, est-ce qu'il faudrait que vous, jeunes, vous puissiez attendre sur les anciens, sur les personnes plus âgées, pour vous laisser, pour vous faire de la place? Est-ce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui, et c'est une question, pour vous, de prendre ce pouvoir-là, pour vous, de vous positionner sans attendre qu'on puisse vous faire une place? Alors, la question, la réponse, elle est à deux tranchants, selon moi. La première chose, c'est qu'on a besoin aussi des anciens pour nous conseiller, pour nous introduire dans ce monde de la politique, puisqu'ils ont de l'expérience. Nous, on est jeunes. Donc, on a besoin aussi de leur conseil. À supposer qu'ils nous laissent la place, à supposer qu'ils nous laissent se saisir. Je suis obligé de le citer, parce que c'est un très bon exemple pour les jeunes. M. Cornet, c'est le meilleur exemple. Il s'est saisi. Il est vraiment y allé. Ça fait 11 ans, depuis 2011, 2010, je crois, il s'est présenté au régional. Incroyable. Il est tout jeune, il n'a aucun mandat. Il se présente. On voit qu'il a été allé. Donc, en fait, oui, c'est aussi à nous de se saisir de ça, mais je pense qu'il faut un accompagnement. Il faut qu'on nous porte, il faut qu'on dans les listes, on nous porte. On ne peut pas vouloir dire aider les jeunes et se présenter en cette liste à 80 ans. Non, on porte la liste, comme on le disait encore, on porte la liste et on aide les jeunes à se produire dans cet avenir politique, dans ce paysage politique qui représente l'avenir de l'homme. Merci beaucoup pour cette intervention. Et puis, oui, ensuite Lisa. Oui, Nicolas. Oui, donc, j'aimerais tout de même dire quelque chose qui me semble important, c'est que vouloir offrir, on va dire, sa chance à la jeunesse, ou que la jeunesse prenne justement le pouvoir, puisque on est en démocratie, et donc c'est le peuple qui décide. Par exemple, il a cité Cornet, qui a été élu, donc c'est vraiment le peuple qui décide. Le président Macron, très rapidement, a eu... Pas si jeune que ça, selon Lisa. Effectivement. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'à 80 ans, on ne puisse se présenter si on peut encore rendre service à la population. Parce que l'objectif, ce n'est pas l'individu en soi. On ne veut pas qu'il y ait des jeunes pour qu'il y ait des jeunes. L'intérêt, l'objectif, c'est de servir l'intérêt général.
c'est le sens du service public, c'est le sens du droit, l'intérêt social du droit qui limite, par exemple, le droit de propriété qui est censé être absolu d'après l'article du Code civil. Et donc, au nom de l'intérêt social du droit, c'est l'intérêt général qui prime, et il faut garder cela en tête. Et si aujourd'hui, justement, il y a tous ces problèmes, c'est parce que l'intérêt général a été sacrifié pour des intérêts particuliers. Et c'est toujours cela qui est condamnable. Lisa? J'aimerais rebondir, oui, sur cette idée qu'on est en démocratie, donc oui, forcément, des personnes de tout âge peuvent se présenter, mais ça veut surtout dire que, du coup, ce sont les votants qui décident. Et est-ce que, alors, les jeunes pourraient se présenter, mais est-ce que finalement, c'est pas les votants qui vont penser qu'un jeune n'a pas forcément l'expertise de quelqu'un de plus âgé, parce que tout à l'heure, il disait, les jeunes ont leur mot à dire. Oui, les jeunes ont leur mot à dire, mais plus que ça, les jeunes ont une expertise, ils ont un savoir-faire, ils ont un savoir-être général. Et tout ça, je pense qu'il y a une manque de confiance de la part de l'électorat qui est importante aussi là-dessus. Il y a un manque de confiance vis-à-vis des jeunes, de l'électorat, et c'est très dommage parce que certes, les jeunes sont peu représentés en politique, mais d'un autre côté, peut-être que c'est parce qu'ils ont trouvé des moyens alternatifs finalement de représenter, de faire parler leur pouvoir dans le cadre de la démocratie. Je pensais notamment à énormément d'associations qui se développent. Tout ça, oui, c'est pas le politique, mais est-ce que c'est pas une forme d'exercer son pouvoir de citoyen et donc indirectement une façon de faire de la politique grâce au monde associatif qui se développe de plus en plus? Et c'est peut-être ça l'expression. Les jeunes n'osent pas aller sur le terrain du politique qui paraît saturé. Quand je dis le terrain du politique, je parle du coup des élections comme on les connaît. Mais le terrain associatif est aussi un endroit d'expression, et celui-ci, en revanche, contrairement au reste, eh bien, il est pris par les jeunes, il est pris d'assaut par les jeunes, et c'est là que ça devient intéressant. Les jeunes ont trouvé finalement le moyen. Eh bien, au contraire, c'est-à-dire personne peut-être leur tendait la main, ou alors ils n'ont pas attendu qu'on leur tende la main, qu'on leur dise, qu'on mette une limite d'âge, je sais pas, c'était peut-être ce qui était entendu tout à l'heure quand on parlait de la personne de 82 ans. 80 ans. De 80 ans. On va lui enlever les 12 ans. De 80 ans. Les jeunes n'ont pas attendu qu'il y ait des limites d'âge qui soient fixées. Pardon, Nicolas. Non, c'est bien, je pense qu'elle sera contente. Oui. Mais Nous avons un appel de téléspectateurs et je reviendrai avec vous, Nicolas et Lisa, puisque il s'agit vraiment de parler des jeunes, de parler de vous et de comprendre un petit peu le pourquoi des choses et ce que vous souhaitez réellement, ce que vous attendez de cette société. Et est-ce que vous vous retrouvez à travers tout ce qui est proposé, à travers ce qui est fait jusqu'ici? Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, donc, vu que le sujet de l'émission, c'est un peu la jeunesse en politique, du moins ça parle de ça en ce moment, Oui. J'appelle pour annoncer qu'effectivement, il y a en ce moment une liste avec une moyenne d'âge de 30 ans, et sans étiquette d'ailleurs, et avec un bon nombre de personnes qui se sont délaissées par les listes qui sont présentées en ce moment et par la politique de manière générale. D'accord. Donc, preuve, merci, qu'il y a des jeunes qui se lancent en politique. Nicolas, une réaction sur ce que je viens de dire. Qu'attendent les jeunes de cette société? Alors, que voulez-vous exactement? Et est-ce que vous êtes capable, est-ce que vous vous sentez capable, au-delà de ce que les élus, ceux qui sont là depuis longtemps, pensent, est-ce que vous vous sentez capable de vous emparer des sujets et d'aller jusqu'au bout de cette démarche pour changer cette société? Alors, c'est vrai qu'on a parlé de certaines choses plutôt négatives, mais il y a des choses qui me réjouissent quand même, des actions qui sont faites pour la jeunesse ou encore par la jeunesse. Lisa a parlé d'associations, on peut citer le dispositif Média Jeunes,
qui est constitué de jeunes, qui encadre des jeunes, qui intègre des jeunes de tous les milieux, sans aucune espèce de division, et au sein de laquelle j'ai d'ailleurs eu l'occasion de suivre des formations. Donc ça, c'est une initiative que je trouve admirable. Il y a aussi Jeunesse Outre-mer, qui organise des actions en faveur de la jeunesse. C'est vrai que ça n'a pas forcément une connotation politique, mais c'est tout de même des actions qui sont faites et dirigées pour les jeunes. Maintenant, est-ce que, ceci dit, je me sentirais, moi, à même de rentrer dans la politique à grande échelle? C'est vrai que c'est quelque chose qui fait peur, hein. Honnêtement, quand je vois les coups qu'ils se prennent, ça fait peur. Mais oui, et parfois au sein de même parti, ils se tapent ils se tirent dans les pattes. C'est vraiment chaud, hein. Je préfère encore l'échelon dont parlait Lisa, c'est-à-dire l'échelon administratif qui permet d'aider les actions qui sont mises en place pour l'intérêt général sans avoir à insulter, à faire des... Et surtout le discours qui est purement... Vous savez ce que... Je vous donne mon avis personnel. Vraiment, c'est mon impression Nicolas, vous êtes là pour ça. Vous savez, ce qui, moi, m'éloigne parfois des discours politiques, c'est le fait de mépriser quelqu'un juste pour le vote, sans regarder vraiment comment on aurait pu travailler ensemble. Toutes ces divisions sont inutiles et je dirais, je vais chercher un mot correct, nous fatigue. Oui. Voilà. Donc, je m'arrêterai là parce que ça peut être très long, mais franchement, il serait vraiment bien, il serait vraiment soulageant pour nous d'avoir l'impression qu'au lieu de chercher à s'accaparer le siège du président, qu'on cherche plutôt, et ces jeunes qui sortent de prison, que deviennent-ils? Pourquoi il y a une telle récurrence? Pourquoi ils ont l'impression qu'il n'y a pas d'espoir? Pourquoi on ne s'attaque pas au problème? J'entends l'eau. Vous voyez, par exemple, on parle de l'eau. Moi, j'ai eu la chance d'animer les assises de l'outre-mer sur l'eau, la thématique de l'eau, à l'amphithéâtre, à l'université. Et on était très surpris. Une île avec des sources d'eau, à l'heure où on amène de l'eau dans le désert, il n'y a pas d'eau pour tout le monde. C'est vraiment impressionnant. Voilà, donc, vous voyez, des choses comme ça... Et c'est ça qui nous dit que qu'est-ce qu'ils font depuis tout ce temps? C'est des questions comme ça, des questions spontanées, vous voyez, des familles qui souffrent. C'est quand on constate tout ça et quand on voit que il y a toujours à dire sur l'autre, après on voit des alliances. Et vous voyez, c'est ce qui fait aussi la défiance. C'est toutes ces contradictions. On prend des discours souvent pour contredire certains hommes politiques, on les cite eux-mêmes. Et vous voyez donc des discours et des actions qui ne sont pas forcément en cohérence. Et tout cela crée de la défiance chez les jeunes. Donc moi, je suis pour qu'on continue de croire tout de même en la politique, parce qu'il le faut, dans la mesure où on est représenté, où il y a la nécessité de déléguer, puisque tout le monde, en fait, dans la structure actuelle de la société, tout le monde ne peut pas, se consacrer à la politique. Il y a une répartition nécessaire des tâches, et donc il y a des personnes qui sont, entre guillemets, choisies, élues, pour se pencher sur ces questions. Après, comment elles le font, ça c'est une autre question. Nous partons du côté du téléphone, et puis dernier appel, et je reviendrai avec vous, puisque Lisa voulait réagir sur tout cela. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, j'appelais en fait parce que j'ai entendu tout à l'heure justement quelqu'un qui disait qu'il y a des choses qui se préparent. Et moi, je veux confirmer que la jeunesse guadeloupéenne, justement, ne sont pas intéressées. Et je veux dire aussi qu'il y a des personnes qui font justement des travaux dans l'ombre et qu'il y a éventuellement des petits surprises qui vont se préparer. Donc, éventuellement, une liste qui pourrait arriver au dernier moment et proposer aussi de prendre part à la solution et justement de porter certaines voix qui ne sont pas entendues, peut-être pas assez entendues sur les sièges de la région. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus, mais très prochainement on aura des nouvelles plutôt vis-à-vis de ça. Et puis, big up à Nicolas
faut pas avoir peur des coups qu'on va prendre. Parce que bon, à partir du moment où on est honnête et droit de nos votes, je pense qu'aucun coup ne pourra nous gâter. Voilà. Merci, merci, merci. C'était le dernier appel, malheureusement, mais je pense que j'aurai l'occasion pour une émission certainement plus longue au niveau des jeunes, de remettre un plateau plus riche de jeunes pour parler de vous, puisque qui mieux que vous peuvent le faire? Je pense personne. Donc nous aurons l'occasion. Alors maintenant, Lisa, vous vouliez rajouter quelque chose au propos de Nicolas? Oui, rajouter, parce que je suis plutôt d'accord sur le fait qu'effectivement on est fatigué. C'était effectivement le bon mot, hein, tout simplement. Fatigué des querelles proprement politiques, souvent liées à des partis. Donc peut-être que cette fameuse liste dont on ne connaît pas, qui paraît bien mystérieuse, peut-être que voilà. Oui, un petit peu. Ouais. Peut-être que si on se détache des partis, ce sera plus simple. Mais je voulais surtout finalement reprendre votre question sur qu'est-ce qui intéresse les jeunes, qu'est-ce qui nous intéresse. Et je pense qu'il y a des débats relativement nouveaux qui permettent aux jeunes de se sentir concernés. Et je pense à l'écologie, tout simplement, qui a en partant d'une lubie scientifique, je dis lubie, c'est évidemment ironique, mais voilà, partant d'une lubie scientifique, ensuite parcourt maintenant tout l'échiquier politique. Et je pense que c'est typiquement des choses où les jeunes qui sont directement concernés, parce qu'on parle des générations futures, eh bien c'est peut-être des thématiques nouvelles dont les jeunes peuvent s'emparer. Parce qu'ils sont les premiers concernés. Alors les premiers, on se comprend, disons que sur le long terme, ça va être à eux de gérer les catastrophes naturelles qui risquent d'arriver. Et je trouve que l'arrivée de nouveaux débats, c'est peut-être ça qui peut changer complètement la vision des jeunes, la vision de la politique par les jeunes. Et je pense que l'écologie, c'est typiquement le débat qui a lancé peut-être une nouvelle dynamique dans la politique ces dernières années. Est-ce un débat qui séduit? Oui. L'écologie, alors, Si. je dirais pas que l'écologie est un débat qui séduit, mais c'est un débat qui s'impose, en tout cas. À ce propos, un petit clin d'œil à Madame Aubertan, Pamela Aubertan, qui nous a conviés à cette émission et qui est très d'ailleurs portée sur l'écologie. Effectivement, c'est un problème qui, comme le souligne Lisa, aura le mérite de rassembler au-delà des divisions partisanes, puisque c'est un problème qui concerne notre environnement global. Alors, Pamela Aubertan, bien sûr, fervent défenseur de la cause écologique et qui est elle-même professeure à l'Université des Antilles et qui, justement, essaye de bien orienter la jeunesse vers ce volet écologique. Donc, ce soir, merci d'être venu sur ce plateau. Un petit tour rapide, puisque je n'ai pas vraiment de temps, pour que vous puissiez conclure. Alors, je débuterai avec vous, Lisa. Si vous aviez un message à faire passer aux jeunes, ce serait lequel? Ce serait essentiellement qu'il ne faut pas penser qu'il faut être une figure médiatique extrêmement connue pour penser qu'on peut faire quelque chose, que ce soit sur le champ politique ou autre. Alors peut-être que c'est contre-productif par rapport à tout le débat qu'on a eu, mais je pense réellement que des petites actions individuelles ou sur une commune au niveau local peuvent avoir un énorme impact sur la façon dont la démocratie est gérée. Donc voilà, c'est des choses qui sont à portée de main, que tout le monde peut faire. Et peut-être qu'en commençant comme ça, peut-être qu'en commençant à cette petite échelle, l'intérêt va grandir. C'est comme le premier téléspectateur qui disait, il s'est intéressé pendant le confinement avec les municipales. Ça commence comme ça et petit à petit, après, il y a un engouement qui se crée grâce à des petites actions. Et plus tard, ça arrive, et j'espère dans un délai très court, pour éviter d'arriver à 70 ans sur la table politique. Mais voilà, je pense qu'avec des petites actions au début, très jeunes, on peut plus en plus avoir un impact considérable sur la société et notamment sur le politique. Merci, Nicolas.
Alors moi, premièrement, j'aimerais mettre qu'il y ait un terme à cette apparente opposition jeune, moins jeune. En fait, on travaille tous ensemble pour la société dans laquelle nous faisons partie, dans laquelle nous sommes membres intégrés, citoyens. Ensuite, je voudrais dire à la jeunesse de croire en elle. Et vous savez, il y a plusieurs réalités en Guadeloupe. Il y a des personnes qui ont l'impression que le système n'est pas tout à fait fait en leur faveur. Je veux leur dire qu'il y a toujours un espoir. Il faut y croire, y commencer, comme disait Lisa, à petite échelle, des petites actions, des petites initiatives, pourquoi pas en association. Mais dans tous les cas, continuer de croire en notre avenir, parce que si on ne le fait pas, qui le fera pour nous? Merci Lisa, merci Nicolas d'être venu sur ce plateau. Merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci à tous les jeunes qui nous ont appelés. Et je pense que ça sera le début d'une longue série, puisque aujourd'hui, si les jeunes veulent se lancer en politique, il faut leur donner la parole. Et je tâcherai de mettre en place des émissions où les jeunes parleront politique. Excellente soirée à tous.